passé ton arrestation? Oh, très simplement. Premièrement, nous étions à Paris, hein. On habitait dans le 11e avenue Philippe-Auguste, mais on avait des fausses cartes d'identité sur lesquelles on s'appelait Leclerc. Et on avait une villa à Gagny. Hein, on avait loué sous le nom de Leclerc. Et tous les soirs, nous rentrions à Gagny pour dormir. Mais par contre, à midi, on se réunissait à notre appartement pour manger. Et nous avons été arrêtés à midi. Et les policiers qui nous ont arrêtés nous ont dit que nous avions été dénoncés. Et nous avons été amenés au commissariat de la place Voltaire. Et là, ma mère m'a supplié d'essayer de me sauver, ce que j'ai essayé de faire. Hein, j'ai fait semblant d'aller aux toilettes et au retour, j'ai pris la porte de sortie. Il y avait une station de métro et je suis descendu dans le métro. Et là, les policiers m'ont rattrapé. Et le soir, on nous a amenés dans une prison, je ne saurais pas dire même le nom de la prison. Et le lendemain, on nous a amenés à Drancy, où on a passé peut-être 10 ou 15 jours, je ne me souviens plus très bien le temps. Et on a fait 3 jours de voyage dans ces wagons qui étaient fermés jusqu'à Auschwitz, et, sans nourriture, sans boire. Il y avait une grande cuve pour faire ses besoins. Alors, cette cuve, elle a été, disons, vite pleine d'urine. Et par le branle-bas des wagons, ça débordait. Hein, on était couchés les uns sur les autres. Et ça a été terrible jusqu'à Auschwitz. Quand on a débarqué, moi je croyais qu'on allait travailler. Et j'ai dit à mes parents, je pars en avant pour trouver une maison. Et j'ai plus revu ni mon père, ni ma mère, ni ma sœur. Et effectivement, quand je suis rentré dans Auschwitz et qu'on a posé la question qu'étaient devenus les autres, on nous a dit, regarde par la cheminée, tu les verras sortir. Et ta réaction? Comment? Sur le moment, ta réaction? Ça me paraissait tellement inconcevable que j'arrivais pas à le croire. Et d'ailleurs, j'étais un enfant protégé et je ne comprenais pas qu'on puisse faire quelque chose de semblable à un enfant. On était tellement pris par tout le mouvement, les coups qu'on recevait, il y a la désinfection, il y a le rasage, hein, on te rase partout, hein, entre les jambes, entre les fesses.
complètement. On te trempe, on nous trempait dans un baquet d'un liquide tout noir, et on nous donnait des coups pour éviter les coups. On se plongeait complètement dans ce baquet. Après, on nous a fait sortir tout nus dans la neige, et on a été dans un autre bâtiment où nous a distribué ces fameux pyjamas rayés et des galoches. Hein. C'est un souvenir très vague, c'est-à-dire que je suis arrivé le 28 septembre 1945 à Montpellier, chez Élie et Marguerite. Et là, il y avait tous les enfants et la nurse. Ça, c'est le premier souvenir. Et Eliane devait avoir, disons, 13 ou 14 ans. Là, je m'en rappelle pas. Ça, c'est le premier souvenir. Et à vrai dire, les premiers contacts qui ont été réels, c'est lorsqu'en 1946, Élie et Marguerite m'ont emmené avec eux en vacances, d'abord à Vichy, où il y avait Rachel et Liliane, et ensuite nous sommes allés à Saint-Gervais, où il y avait les 3 autres petites filles. Et c'était les premiers contacts que nous avons eus, mais c'était très superficiel. Par contre, là où vraiment j'ai vraiment eu des rapports avec Liliane particulièrement, c'est l'année suivante, quand Élie et Marguerite m'ont emmené en vacances avec eux à Amphion. Et Liliane déjà avait été touchée par les déportés. Hein. Et c'est là que nous nous promenions ensemble, et c'est là qu'elle me posait des questions sur ce qu'avait été mon aventure personnelle. À vrai dire, je crois que c'est, à part ma femme, je crois que c'est la personne avec qui je me suis le plus exprimé. Et elle m'a toujours dit que ces contacts l'avaient beaucoup marqué, et en effet, on voit bien que dans son œuvre, cette histoire de la Shoah a été sa grande aventure de sa vie. Hein. T'avais l'impression qu'elle comprenait ce que tu lui disais? J'ai l'impression. Dès 14 ans? Ouais. Et il faut dire que Liliane était un être particulier. Hein. Même quand elle me parlait d'elle et de sa petite enfance, on voyait de suite que c'était un être extrêmement sensible. Hein. Et comme je te le disais, son œuvre est marquée par ça. Hein. Je ne saurais pas te dire autre chose de particulier que de te parler de la Shoah éventuellement, mais bon.
Elle l'a très bien fait ressentir dans son œuvre en général. Comment elle réagissait? Ben, elle était, je vais te dire, quand je parlais, à vrai dire, je ne la regardais pas, hein. Nous marchions côte à côte et moi j'avais, disons, le regard au loin et j'essayais de lui faire ressentir un tout petit peu ce qu'a pu être mon expérience. Parce qu'à vrai dire, c'est presque pas racontable, hein. Alors, mais comme elle était très sensible, je ne saurais pas te dire comment elle l'a perçue, hein, elle-même. Hein. On avait, si tu veux, à travers la Shoah, un lien ensemble. Hein, ça a été. Et je ne saurais pas vraiment te dire plus que cela sur les rapports. Après, nous avons eu des rapports de frères et sœurs. Hein, ça a persisté aussi longtemps qu'elle est restée en France. Mais tu avais l'impression qu'elle comprenait? Une gosse de 14 ans, tu dis que c'est pas racontable? Oui, mais c'était, si tu veux, 14 ans, c'était le début des discours. Mais par la suite, elle me posait des questions sur certains événements, par exemple, sur ce qu'on a appelé, et il y en a eu plusieurs, la marche de la mort. Parce que le 18 janvier 1944, nous avons quitté le camp d'Auschwitz. Le camp d'Auschwitz a été évacué parce que les Russes approchaient et ils étaient à 23 kilomètres. Et elle me posait des questions, par exemple, sur cette marche. Comment ça avait été que nous avions fait 70 kilomètres de marche en plein hiver en Pologne. Et il faut s'imaginer le paysage que ça pouvait être et que cette marche était épuisante au point que des prisonniers tombaient. Et s'ils ne se relevaient pas, eh bien en fin de course, les Allemands les abattaient. Soit, je ne l'ai pas vu personnellement, mais ce qu'on m'a dit, soit avec une balle de revolver ou une masse de forgeron. Et nous avons fait ces 70 kilomètres pour arriver dans un autre camp où on a passé la nuit. Et le camp était tellement bourré que nous avons dormi dehors à moins 23 degrés. Hein. Une partie des prisonniers ont dormi dehors à moins 23 degrés. Mais bon, ça c'est plutôt l'histoire de la Shoah. Et ça, elle te demandait ça après, plus tard, quand elle avait lu des choses? C'est-à-dire, elle me demandait certains détails. Comment c'était, par exemple, notre arrivée à Buchenwald. C'est-à-dire qu'on nous a débarqués à Buchenwald et on nous a regroupés par une troupe, par front de 5 personnes. Et là, on se dirigeait vers la chambre à gaz. Et moi, j'avais beau dire, mais on va vers la chambre à gaz.
c'était le crématoire en vérité. Hein. Et on ne réagissait pas, hein. On était comme tellement abattus qu'on n'avait plus de réaction. Hein. On était presque comme des copeaux emportés par le torrent. Hein. Par la suite, elle s'est beaucoup documentée par elle-même. Hein. Elle a été faire plusieurs voyages, par exemple en Grèce, du côté de Salonique, où son père était né. Hein. Et elle était revenue émerveillée par le comportement de cette communauté, une toute petite communauté qui avait subsisté, et elle avait trouvé que ces gens étaient d'une très grande bonté et que son père, au milieu de ces gens, n'était pas une exception, alors que dans le milieu où nous vivions, c'était un homme d'une générosité absolue, hein, parce qu'il payait de sa personne. Hein. Il était capable d'abandonner des obligations importantes pour s'occuper de gens en difficulté. Hein. Il payait vraiment de sa personne. Puis elle est allée à Prague, hein, où vraiment elle est devenue une spécialiste, et du camp qui était près de Prague. D'ailleurs, par la suite, elle m'avait dit que des gens venaient la consulter et la considéraient un peu comme une spécialiste de l'histoire des camps. Hein. Alors que c'est inracontable. Alors que c'est inracontable. Parce que même... Et comment t'expliques ça? Comment on peut expliquer l'horreur absolue, hein? Hein? Il faut dire que dans l'horreur, il n'y a pas d'échelle. Hein? Un homme qui souffre terriblement, c'est l'horreur. Mais là, c'était l'horreur de masse. Hein? C'est-à-dire que, par exemple, en août 1944, à Auschwitz, sont arrivés les déportés hongrois, et en l'espace d'un mois, il y a eu 400 000 gazés. Hein. Et moi, personnellement, je voyais ces gens faire la queue pour rentrer dans la chambre à gaz. Hein. Alors, on les voyait, j'étais peut-être à 200 mètres d'eux. Hein. Et même les fours crématoires n'arrivaient pas à fournir suffisamment. Hein. Il y avait 4 fours crématoires à Birkenau. Et comment veux-tu expliquer une horreur pareille? Pour les tziganes, ça a été à peu près du même topo. Et puis, par exemple, c'était même illogique. Hein, c'est-à-dire que les prisonniers juifs tchèques étaient dans un camp parqué à part. Ils avaient encore leurs vêtements civils et tout, presque en famille, et puis du jour au lendemain, ils ont disparu. L'horreur. On ne peut pas faire de graduation entre telle et telle horreur, mais là, c'était l'horreur absolue. Hein. Moi, personnellement, je n'ai rencontré qu'un seul enfant dans les camps. Hein. Et cet enfant, c'était
un garçon de 14 ans. Et, et il se comportait comme un homme. Hein. Bon, je dois dire que tout ça a dû marquer Liliane, et elle en a fait presque un devoir d'essayer de transmettre cette chose-là. Alors, est-ce transmissible? Je n'en sais trop rien. Hein. On est resté très longtemps sans vraiment parler de ça. Moi-même, à mes propres enfants, c'est par bribes que de temps en temps je sortais quelque chose. En vérité, ce qu'ils savent eux-mêmes de la Shoah, ils l'ont cherché par eux-mêmes, et non pas à travers moi. Hein. Ils savent que j'ai été déporté, mais les détails que j'ai pu raconter à Liliane, j'en ai pas parlé à mes enfants. Pourquoi? Je pense qu'à l'époque, Liliane avait une soif de savoir. Hein, et moi, vis-à-vis de mes enfants, je devais avoir un sentiment de vouloir peut-être les protéger de tout ça. Hein, Pourquoi c'est protégé? C'est une horreur qu'ils n'ont pas vécue? Pourquoi est-ce que ça les... si tu veux, ça peut revenir sous d'autres formes. Hein, et on voit bien ce qui se passe actuellement dans le monde. Hein, c'est aussi une forme d'horreur. Hein, cette guerre en Syrie ou en Irak, on voit bien les horreurs qui se traduisent hein, actuellement. Hein. Et en quoi ça les protège de ne pas savoir les détails venant de toi personnellement? C'est un sentiment, c'était un sentiment en vérité. D'ailleurs, j'ai mis longtemps, mais très longtemps, avant d'accepter d'aller dans les lycées raconter ces événements. Hein. Et dans le dernier que j'ai fait, ça a été également filmé et c'est gardé dans les archives de la préfecture de Chartres. T'en as une copie? Ah non. Et il est possible peut-être d'en avoir une copie. Hein. Je ne saurais pas te dire. Si tu veux, ces conférences dans les lycées étaient chaque fois un peu différentes. Même en racontant les mêmes choses, elles étaient différentes par l'ambiance ou éventuellement les questions qui pouvaient être posées par les uns et les autres. Hein. D'ailleurs, dans ces réunions, j'étais pas le seul invité. Hein. Il y avait d'autres, des résistants, qui eux avaient eu une autre expérience. Hein. D'ailleurs, quand j'étais à Auschwitz, j'ai eu la chance, et c'est assez long à raconter, je me suis trouvé dans un petit camp, plutôt dans une usine,
à côté d'Auschwitz, peut-être à 10 ou 15 kilomètres. Et dans cette usine, j'ai eu l'occasion de, de rencontrer et de croiser assez souvent Simone Veil, hein, avec qui ils ont formé un petit groupe qui, chaque année, les anciens de Bobrek se réunissaient à peu près une fois ou deux fois par an. Moi, personnellement, je n'ai jamais souhaité à ces réunions-là. D'ailleurs, c'est un peu par mon comportement un peu exceptionnel que j'ai eu l'occasion de rencontrer Eli Cohen. C'est-à-dire que quand je suis revenu des camps et que j'ai quitté l'hôtel Lutetia, je n'avais plus de parents du tout et j'avais été retrouver un ami d'enfance, un Tchèque, hein, d'origine tchèque. Et sa mère a voulu me garder chez elle pendant un certain temps. Et quand est arrivée la période des vacances, elle m'a dit que les déportés avaient le droit de profiter de vacances qui étaient payées par l'État. Et elle m'avait forcé un petit peu d'aller à Lausée. Et effectivement, à Lausée, on m'a proposé d'aller passer mes vacances à Menton dans un palace. Et j'aurais dit, mais comment ça dans un palace? Ils m'ont dit, oui, ce palace c'est réservé pour les déportés. Et j'ai dit, moi, me retrouver encore au milieu des déportés, je préfère ne pas partir en vacances. Et la personne m'a dit, eh bien, écoutez, je connais peut-être quelqu'un qui vous payera des vacances. Et effectivement, 2 jours après, j'ai reçu un coup de fil qui me confirmait que ce monsieur était tout à fait d'accord pour me payer des vacances et qu'il allait m'envoyer son chauffeur pour m'emmener à l'endroit où je voulais. Et effectivement, 2 jours après, il y a un chauffeur qui est venu me chercher et qui m'a demandé où je voulais aller. Et j'ai dit, vous roulez, puis on verra un endroit où je m'arrêterai. Et on a fait peut-être, c'était dans la Creuse, et dans un petit village. On me suis arrêté, je lui ai dit, vous me laissez à cet endroit. Et vous revenez me chercher dans un mois. Et j'ai passé un mois dans ce petit village sans parler à personne. Et un mois après, le chauffeur est venu me rechercher. Et la dame chez qui j'étais m'a dit, la moindre des choses, c'est d'écrire une lettre pour remercier ce monsieur de t'avoir payé les vacances. Elle m'a un peu forcé à écrire et j'ai écrit cette lettre pour le remercier. Et il m'a appelé lui-même en me disant qu'il souhaitait me rencontrer. Et c'est comme ça que j'ai fait connaissance d'Eli Cohen. Je l'ai rencontré dans un hôtel près des Champs-Élysées. J'ai été surpris quand je l'ai vu. J'ai cru que c'était
le secrétaire de la personne qui m'avait payé, parce qu'il était très jeune. Et il s'est présenté et il m'a dit « J'aimerais bien connaître un peu de ton passé ». Et on est sorti et on a marché. Et il m'a demandé ce que je faisais ou ce que je voulais faire. J'ai dit mon père aurait souhaité que je sois architecte. Il m'a dit bah, écoutez, je vous propose de faire vos études d'architecte. Je me charge de tout, le financement et tout. Et puis à un moment donné, il m'a dit mais vous savez, je fais un métier intéressant. Si vous vouliez faire une expérience, ça vous coûterait rien. Hein. Si ça vous plaît pas, ben vous reprendrez vos études d'architecte. J'ai dit pourquoi pas. Il m'a dit écoutez, dans 8 jours, je repars à Montpellier et je vous prends. J'ai dit écoutez, dans 8 jours, pour moi c'est trop brutal. J'ai des choses à régler, ce qui n'était pas vrai, mais enfin. Il m'a dit bon, ben écoutez, dans 3 semaines, je monte à Lille et je vous reprends au retour. Je lui ai dit écoutez, non, même dans 3 semaines, c'est trop tôt pour moi. Je viendrai par mes propres moyens à Montpellier le 28 septembre. Il m'a dit bon, ben d'accord. Je vais vous prendre le billet de train. Je lui ai dit non, je n'ai pas besoin que vous preniez le billet de train. J'ai suffisamment d'argent à ce moment-là. On avait reçu une certaine somme de l'État qui me permettait de descendre à Montpellier. Et c'est comme ça que le 28 septembre, Elie Cohen m'a accueilli à la gare de Montpellier avec son collaborateur qui s'appelait Pierre Laval. Quand il m'a présenté le nom de Pierre Laval, j'ai eu un petit recul. Et après, Elie Cohen m'avait loué une chambre dans un hôtel juste en face de là où il habitait. Et c'est comme ça que j'ai fait connaissance de toute sa famille, dont Liliane. Liliane, c'est toujours très... Lorsqu'elle écrivait ses œuvres, elle nous envoyait toujours un fascicule avant qu'il soit édité. Elle était, me semble, assez sensible aux remarques que Colette et moi-même nous pouvions faire. Quel genre de remarque? Comment? Quel genre de remarque? Je ne saurais pas trop te dire. Hein. Et il faut bien dire que Liliane avait une écriture très particulière. Hein. Elle n'était pas commune. Hein. Il y avait des choses que des fois on ne comprenait pas. Mais vraiment, où on a vraiment réalisé sa première œuvre, c'est lorsque Monsieur Fugue a été monté à Saint-Étienne. Et là, vraiment, on a senti que c'était quelque chose de très particulier. Je ne sais pas ce qui avait pu l'inspirer, mais vraiment, les gens autour de nous avaient été, il me semble, très, très sensibles et très touchés par cette œuvre. Et je crois d'ailleurs que c'est une œuvre qui a été montée un peu
dans beaucoup d'endroits, hein. Et il y a aussi une œuvre qu'on avait été voir à Montpellier quelques années après, qui dure toute la nuit. L'opéra? Un opéra pour Télézine. Hein, on avait été à Montpellier et effectivement, de je ne sais plus quelle heure du soir, disons 9 heures ou 10 heures du soir, cette œuvre a duré jusqu'à peut-être 5-6 heures du matin. Hein. Et au cours de cette mise en scène et ce jeu, là aussi, les gens étaient captivés. Là, Colette était avec nous, il y avait Josette aussi. Mais Liliane était de temps en temps choquée par cette forme d'interprétation et elle voulait, au cours de la séance, intervenir et Colette l'a retenue, hein, en lui disant que le public n'avait pas les mêmes réactions qu'elle. Je savais pas que ça avait été joué à Montpellier. Comment? Je savais pas que ça avait été joué à Montpellier. Ah si. Tu te rappelles de L'opéra? l'opéra Oui, à Montpellier? oui. Il y avait Josette et Claude et nous deux. Oui. Hein. Et alors? Et alors non, je raconte cette histoire. Il faut dire que le matin, Josette, elle n'en pouvait plus. Il était 6 heures du matin, on était encore là. Et elle pleurait. On avait essayé de la... Nous, on est... Parce qu'elle n'avait plus la force de temps, parce que tu sais, passer la nuit entière, hein, c'était quand même... Mais c'était superbe. D'ailleurs, cette pièce a été jouée sur France Culture aussi. Mhm. Hein, je ne sais pas si elle a été jouée autre part, mais moi je l'ai entendue à nouveau sur France Culture. Tu crois que c'est celle qui a le plus d'influence de toi, de toutes ces œuvres? Parce que Fugue, c'est les enfants du ghetto, c'est pas... Je ne peux pas dire ça. Hein. Bon, certainement que je l'ai imprégné de cette histoire, mais par la suite, elle a voulu en savoir plus. Et elle s'est, comme je te disais, elle a fait différents voyages pour s'informer le plus. Hein. Celui de Prague a été très important. Hein. Bernard, est-ce que tu as lu du coup toutes les œuvres de Liliane? À peu près. C'est surtout Colette qui les a lues. Hein. De quoi? Et des œuvres de Liliane. Oui. Hein, on les a d'ailleurs ici, hein, puisque avant de les faire éditer, elle envoyait toujours un fascicule à Colette. Hein. Et quel effet justement ça te faisait de lire? Est-ce que tu C'était quand même, il faut bien dire que c'est une littérature qui n'est pas courante. Hein. La manière d'écrire, de décrire les personnages et cette imagination qu'elle avait, hein, dans cet opéra de Thérésine, il faut bien dire que c'est assez étrange. Hein. C'était en vérité comme la cérémonie de Pâques. Hein. Je crois qu'elle s'était inspirée. Aïe, aïe, aïe. C'est pas gênant. Ah si, c'est enregistré, ma chérie. Si, heureusement, on va couper après, mais... Par exemple, Colette, elle l'avait aimée, celle qui sait aimer. Et à chaque personnage, par exemple, elle avait
un ami qu'elle avait appelé coupe à mur, coupe amour. Coupe amour. Maman lui avait donné un joli nom aussi. J'ai oublié, mais elle lui avait donné un très joli nom. Ta mère, oui. Il faut dire que quand même, elle était très particulière. Hein. Elle essayait de transmettre une forme d'horreur sous une littérature, alors que moi, je suis très matérialiste. Hein. Daniel Cohen, qui était dans l'édition, elle la considérait comme un des plus grands écrivains de son époque. Hein. Et il faut dire qu'elle avait un style et une manière d'écrire qu'on n'avait jamais vu jusqu'à présent. Même, ne serait-ce comme l'exemple, la manière dont elle désignait les personnages. Hein. Sa sœur, elle la nommait oui, et elle-même, elle la nommait non. Hein. Et elle donnait des noms aux personnages par des phrases. Hein. Pour moi-même, quand elle parlait de moi, elle disait « je me suis fait moi-même ». Hein, quand c'était de Colette... Et c'est exact, à ton avis? À peu près. À peu près, parce que, je vais te dire, notre famille doit tout à Élie et à Marguerite. Hein. Ils ont, pour moi, Élie et Marguerite, ça a été des êtres hors du commun. Hein. D'ailleurs, Élie voulait m'adopter officiellement. Et moi, j'ai pas voulu changer de nom. Hein. Mais avec lorsque Marguerite a disparu, elle avait réuni ses enfants. Elle leur avait dit « Bernard est pour moi comme s'il était sorti de mon ventre. Et je souhaiterais que lorsque je serai plus là, qu'il soit considéré comme un de vous-même. Est-ce que vous êtes d'accord ?» Et tous les enfants ont été d'accord, sans exception. Et ça s'est passé comme ça. Elle s'est décrite à une certaine période comme écrivain maudite. Comment? Elle se disait être une écrivain maudite à une certaine période. Je n'ai jamais entendu cette expression d'elle. Hein. Oui. Mais il faut dire que pour quelques-uns, elle peut être dans ce cas. Hein. Je ne sais pas, personnellement, je ne lui ai jamais demandé si elle avait des renseignements sur la façon dont son œuvre avait été accueillie. Mais je voyais bien qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient intéressés par elle. D'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'elle a eu le prix de la Shoah, hein, où et il y avait Simone Veil également qui était présente. Hein. Nous avons assisté à cette remise de prix. Donc pour qu'on lui attribue ce prix, il fallait bien que son œuvre soit reconnue dans ce domaine. Par le monde juif, mais pas par la communauté... Oui, c'est par la communauté juive qu'elle a eu le prix de la Shoah. Mais
à la remise de ce prix, il n'y avait pas que des juifs qui étaient présents. Hein. Parce que le début, c'est le seuil, avec Oui. trois œuvres au seuil. Oui. Et Ça- après, jusqu'à longtemps, il n'y a pas les grandes maisons d'édition. Qu'est-ce qui s'est passé, à ton avis? Je ne saurais pas te dire, hein, mais quand elle faisait éditer chez l'Harmattan, elle était accueillie à bras ouverts. Hein. Ben, son œuvre est assez variée, hein, parce qu'il y a quand même des poèmes. Aucune œuvre n'est la même que la précédente. Hein. Mais il faut bien dire que c'est un écrivain qui a un style hors du commun. Hein. Je pense qu'il faut vouloir le lire. Hein. C'est pas un écrivain facile. En vérité, il y a eu plusieurs numéros. Hein. Ça, c'est celui d'Auschwitz-Birkenau. Mais à Buchenwald, j'avais un autre numéro. À Oranienburg, au Sachsenhausen, j'en avais un autre. Ah, j'ai fait 5 ans, 4 ans importants. Hein. Auschwitz, ça a été un camp de passage, mais à 3 km d'Auschwitz, il y avait Birkenau. Et Birkenau, c'était vraiment l'usine de la mort. Hein. Auschwitz, c'est là où on recevait. Hein. C'était les premiers contacts. Bobrek, ça a été une usine qui appartenait à Siemens. Et là, pendant 6 mois, on a été protégé des coups. Hein. Je n'ai pas reçu de coups à Bobrek. Et on était à l'intérieur dans l'usine. Et on était à l'abri des intempéries. Hein. Et la nourriture était un peu mieux qu'à Birkenau, bien que la nourriture était notre obsession quotidienne, journalière. Hein. Toute conversation se terminait par la nourriture. Hein. À Birkenau, tu as vu les capots à l'œuvre? Ah oui, non seulement à l'œuvre, mais sur moi-même. Tu sais que dans les mers rouges, elles touchent au capot Oui, eux-mêmes. mais si tu veux, moi j'ai eu un parcours très particulier, à savoir lorsque je suis arrivé à la gare, enfin au débarquement d'Auschwitz, premièrement, on a défilé devant les Allemands qui nous triaient. Et par un signe de tête ou par une parole, ils nous disaient à gauche où ils nous laissaient continuer. Ceux qui continuaient montaient dans les camions et en vérité partaient à la chambre à gaz et au crématoire. Et dans mon convoi, les hommes, je crois qu'on avait été sur 1500
personnes environ de ce convoi, il a dû être sélectionné 106 personnes, dont j'ai fait partie. Parce que 106, je me suis adressé à un Allemand pour lui montrer que je savais parler allemand, et je lui avais demandé où j'allais. Et d'un signe de tête, il m'avait montré la colonne qui stationnait, et ces 106 personnes sont rentrées à Auschwitz. Et au cours de ce parcours, il y avait des déportés qui nous encadraient, hein, et qui me disaient « Dites que vous êtes métallurgiste ». Et effectivement, quand on est arrivé, on nous a posé la question de savoir ce que nous faisions. Et j'ai été sélectionné avec 6 autres personnes pour être affecté à une usine de Siemens. Tout ça parce que j'avais su lire sur un pied à coulisses et sur un plan de pièces mécaniques. Et ça m'a, pendant 6 mois, ça m'a protégé du fait que j'étais dans cette usine. Mais quand je suis arrivé à Birkenau, au lieu de vivre la vie des déportés comme tous les autres, on nous a séparés de cela, on nous a mis dans un bloc qui s'appelait le Strafkommando, c'est-à-dire commando de discipline. Et il joustait le bloc à côté qui s'appelait le Sonderkommando, c'est-à-dire ceux qui travaillaient à la chambre à gaz et au crématoire. Et il m'était arrivé de réussir de sortir de mon bloc pour m'introduire dans le Sonderkommando parce qu'eux avaient de la nourriture suffisamment et ils m'en avaient donné. Et une fois, j'ai été pris et j'ai reçu ce qu'on appelle 15 coups de schlag. C'est-à-dire que on vous mettait sur un appareil qui vous mettait en angle droit et on vous frappait théoriquement sur les fesses et sur le dos avec une schlag, à tel point que j'avais la peau des fesses qui était noire et qu'elle pendait au milieu des cuisses. C'était un capot polonais dont j'ai retenu le nom. Il s'appelait Panie. Panie, ça veut dire monsieur en polonais, Panie Maria. Et encore celui-là, il n'avait pas été très méchant avec moi. Il y en a qui s'en sont sortis aussi Bien sûr. Oui. Oui, mais en vérité, dans l'histoire des nazis, quand on voit le nombre de nazis qu'il y a eu et le nombre qui ont été condamnés, c'est une infime, mais vraiment infime partie. Hein.
Il t'est arrivé de rencontrer quelqu'un qui avait été Sonderkommando après la guerre? Non. C'est rare, hein. Ben, maman elle en raconte l'histoire, elle en avait rencontré des Saloniciens, justement. Ah ouais. Bon. C'est dans les Mers Rouges. Mais Et c'est pour ça que... l'histoire du Sonderkommando, bon, il était spécial. C'est-à-dire que quand un convoi arrivait, il sélectionnait un nombre de personnes, je ne sais pas exactement combien, qui avaient pour charge de gazer les anciens Sonderkommando et leur propre famille. Et quand l'autre convoi arrivait, cela était gazé, et ainsi de suite. Mais quand il y a eu un afflux vers la fin de convois qui arrivaient, parce que les nazis donnaient priorité à ces convois. Même ça passait avant les troupes, paraît-il, hein. Donc, ils donnaient priorité à ces convois. Il fallait des gens qui savaient comment gazer et brûler. Et à ce moment-là, ils ont gardé des gens du Sonderkommando un certain temps, hein. Il y a eu, mais moi je ne l'ai pas vu, il y a eu une révolte du Sonderkommando. Non. C'était de ton temps? Comment? C'était... Oui, mais c'était sur la fin, hein. Mais moi, j'étais plus à Birkenau, hein, j'étais à Bobruck, hein, donc c'est ce que j'ai entendu. Hein, Et qu'est-ce qu'on disait? Les gens disaient quoi? Ben, que le Sonderkommando s'était révolté, ils avaient dû tuer peut-être 15 ou 20 Allemands, et eux-mêmes ont été complètement, à part quelques exceptions, complètement décimés. Et ils étaient critiques ou au contraire? Comment on critique? C'est-à-dire que quand vous en parliez, c'était dans un ton Admiratif. admiratif. Mais tu sais, on était vraiment comme du bétail, hein, en tout cas en ce qui me concerne, hein. J'étais comme un animal qu'on mène à l'abattage, hein. Intellectuellement, physiquement, j'avais aucune possibilité de me révolter, hein. Les gens qui ne comprennent pas ça, c'est que ils n'ont pas vécu. Il faut dire qu'il y a eu des exceptions d'hommes qui ont eu assez d'énergie pour se révolter, comme dans le ghetto de Varsovie, dans ces camps, à Auschwitz même, il y a eu peut-être 1,5 million de personnes qui ont été gazées. D'après ce que je sais, quand on est revenu en France, il y avait tant de choses qui se passaient que on n'a pas beaucoup parlé des camps, hein. C'est-à-dire que il y avait les prisonniers de guerre, il y avait tout ça qui revenait. Il a fallu quand même que, il me semble, quelques années pour qu'on en parle. Et il faut dire que Primo Levi a été quand même celui qui a
très bien raconté sa propre expérience, hein, parce que chacun de nous a eu une vie différente. Hein. Et Primo Levi, vraiment, c'est celui qui a été peut-être un des plus audibles. Hein. Il y en a d'autres qui ont écrit, mais celui-là a été... Et il faut croire que la vie l'avait marqué puisqu'il s'est suicidé. Hein. Et il y a eu... J'ai entendu dire qu'il y avait eu, alors qu'on s'était battu pour survivre, et qu'il y a eu un certain nombre de déportés qui se sont suicidés à la rentrée, hein, ou quelques années après. Tu crois que l'œuvre de maman a une importance dans cette perspective? Certains, oui. Mais elle n'est pas aussi accessible que l'écriture d'un Primo Levi. Hein. Et il faut une volonté, d'ailleurs même pour Primo Levi, hein, il faut une volonté pour le lire. Et puis, à vrai dire, là je te parle, là, mais chaque fois que je parle de ça, j'ai l'impression de trahir, de ne pas savoir vraiment transmettre ce qui s'est passé. Et alors, il y a tellement d'horreur de par le monde que tout cela devient relatif.